Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bienvenue pour une toute nouvelle édition du balado Parlons douleur et cette fois-ci, nous avons l'occasion de mener ce balado en collaboration avec la Société québécoise de la douleur, une organisation québécoise qui aide les professionnels de la santé intéressés par le domaine de la douleur à mieux s'informer et à se former pour traiter leur clientèle aux prises avec des douleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire son président, M. Philippe de Grandpré, qui est pharmacien de formation et conférencier depuis plus de 15 ans. Il a donné plus de 200 conférences dans les dernières années et il possède une expertise indéniable sur l'utilisation de la médication et encore plus spécifiquement dans le domaine de la douleur et des soins palliatifs. Alors bonjour Philippe, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Bonjour Julia. Pourquoi penser aux pharmaciens lorsqu'on vit avec la douleur? Évidemment, la première chose que les gens vont voir, c'est que le pharmacien est relativement facile d'accès, évidemment. Je pense que pour débuter, c'est important de préciser qu'il y a différents rôles du pharmacien. Puis je vais parler de deux grands types de pharmaciens, deux grands rôles de pharmacien. Soit le pharmacien communautaire, qui est le pharmacien que tout le monde connaît. C'est celui qui se trouve dans toutes les pharmacies du Québec. Donc, votre pharmacien avec lequel vous êtes habitué d'aller, par exemple, chercher vos médicaments. Il y a aussi le pharmacien qui travaille en groupe de médecine familiale. Son rôle est beaucoup moins connu du grand public. Le pharmacien en GMF, donc en groupe de médecine familiale, il ne vend pas de médicaments. Il est là pour réviser les thérapies et conseiller les patients prescripteurs sur l'usage optimal des médicaments. Il y a aussi les pharmaciens en hôpital, mais leur rôle est principalement en lien avec les patients hospitalisés. Il va y avoir aussi des liens en clinique externe avec les patients, mais c'est un rôle qui est un peu moins connu du grand public parce que on les voit moins. C'est seulement quand on est hospitalisé qu'on va avoir affaire avec ces pharmaciens-là. Une fois qu'on distingue les deux grands types de pharmaciens, on peut aller regarder les rôles. Le pharmacien communautaire, c'est un allié important pour l'ajustement de la thérapie médicamenteuse et la gestion des effets secondaires liés aux médicaments. Le pharmacien peut ajuster les doses des médicaments prescrits par le médecin ou l'infirmière praticienne ou autre prescripteur. Il peut faire des suggestions de changement de traitement. Il peut aider les patients à gérer leurs effets indésirables qui seraient liés au traitement. Il peut cesser un traitement si c'est nécessaire. Le pharmacien en GMF a un rôle plus de conseil pour les situations plus complexes. Lorsqu'il faut prendre plus de temps, s'asseoir avec la personne, le patient en bureau pour réviser l'historique des traitements. Par exemple, quand on a eu de multiples échecs thérapeutiques, des fois, il faut se questionner, est-ce qu'il y a d'autres traitements encore qui seraient disponibles? Donc, le pharmacien GMF est là pour ça, pour établir un plan de traitement et ajuster le traitement aux objectifs de traitement du patient. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à obtenir les résultats voulus, de prendre le temps avec un pharmacien GMF, d'aller voir les options, ça peut être intéressant. Le pharmacien GMF va faire des enseignements qui vont être plus poussés. Donc, les pharmaciens communautaires, c'est clairement les plus accessibles, puis ils connaissent souvent très bien leurs patients depuis longtemps. Je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec son pharmacien et de choisir la pharmacie où on va pour la qualité des soins cliniques et pas juste pour la vitesse, le prix ou parce que c'est au coin de la rue, mais vraiment d'avoir une relation thérapeutique et professionnelle avec son pharmacien. Une bonne relation avec son pharmacien, mais ça permet aussi d'établir des objectifs de traitement réalistes. En douleur chronique, on ne fait pas juste viser l'amélioration de la douleur, il faut aussi apprendre à ajuster son mode de vie pour ne pas laisser la douleur prendre toute la place. Les médicaments, c'est une composante, puis c'est souvent une composante importante du traitement, mais c'est clairement pas la seule composante. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on a besoin d'un diagnostic pour bénéficier des services d'un pharmacien communautaire? On peut consulter le pharmacien communautaire pour diverses raisons, dont obtenir un conseil sur la pertinence de consulter un autre professionnel de la santé. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour consulter un pharmacien communautaire. Lors d'une douleur aiguë, par exemple, le pharmacien communautaire va être en mesure d'évaluer la gravité de la situation et
recommander un traitement en vente libre s'il juge que c'est approprié ou vous recommander de consulter un autre professionnel de la santé s'il croit que vous avez besoin de soins qui ne peuvent pas être offerts ou en fait qui ne devraient pas se traiter en vente libre. Pour l'ajustement des médicaments de prescription, bien sûr, ça prend un diagnostic du médecin et on doit avoir eu une prescription du médecin. Là, je dis médecin, mais ça pourrait être autre professionnel là, habilité à prescrire. Là. Et les prescripteurs autorisés peuvent aussi demander aux pharmaciens de faire des recommandations de traitement et d'appliquer le plan de traitement. Donc, généralement, le diagnostic doit avoir été fait. Les pharmaciens, en fait, on est les spécialistes de la pharmacothérapie, donc d'appliquer un plan de traitement, d'appliquer les médicaments pour aider à améliorer la santé des gens ou atteindre les objectifs de traitement. Donc, oui, si c'est une maladie qui nécessite un diagnostic, bien, on doit avoir le diagnostic avant de pouvoir faire les ajustements à la thérapie. Intéressant. Et puis, est-ce que le pharmacien, il ou elle, peut prescrire des médicaments pour aider à la gestion de la douleur et à l'amélioration de la qualité de vie? Le pharmacien, en fait, peut ajuster les doses de médicaments en tout temps selon son jugement clinique. Et souvent, les patients maintenant vont être habitués à ça de plus en plus. Donc, le médecin va prescrire un médicament et va demander au pharmacien d'ajuster les doses pour l'atteinte des résultats thérapeutiques visés. Le pharmacien peut aussi initier des médicaments s'il a reçu une demande de consultation d'un prescripteur qui l'autorise à faire ça. Le pharmacien peut prescrire des médicaments pour des conditions mineures et des conditions qui ne nécessitent pas de diagnostic. Il y a vraiment plusieurs conditions là-dedans. Je ne vais pas tous les nommer, mais par exemple, l'abandon tabagique, ce n'est pas un diagnostic. Donc, les pharmaciens maintenant peuvent prescrire les thérapies pour l'abandon tabagique, la santé voyage. Donc, on parle plus de prévention. Donc, c'est sûr, c'est des sujets qui sont un peu moins en lien avec la douleur. Moi, je travaille en GMF comme pharmacien. Donc, dans mon rôle de pharmacien en GMF, je peux prescrire et ajuster les médicaments en ayant une entente de partenariat avec les prescripteurs de la clinique. Mais il y a des exceptions, comme par exemple pour les opioïdes. Les pharmaciens ne peuvent pas prescrire ou initier des opioïdes, peuvent ajuster les doses, mais ne peuvent pas initier les traitements. Qu'est-ce qu'il y en a des médicaments sans ordonnance? Bien, en fait, les pharmaciens peuvent conseiller et prescrire tous les médicaments de vente libre. Donc, si pour une raison quelconque, par exemple une raison de paiement par l'assurance, donc d'avoir accès au traitement de cette façon-là, le pharmacien peut prescrire ces traitements-là. Très intéressant. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on choisit son pharmacien. Tantôt, je parlais avec un de nos patients partenaires qui nous disait justement on peut faire un magasinage de notre pharmacien. Est-ce que les médicaments de gestion de la douleur sont couverts par la RAMQ? La plupart des médicaments sont couverts par la RAMQ. Il y a des exceptions, mais je dirais les traitements les plus courants puis les traitements nécessaires pour la majorité des patients vont être couverts par le régime général d'assurance médicaments du Québec, là, qui est le nom du régime. Là. Souvent, les gens disent « je t'assure avec le gouvernement ». Pas le gouvernement, en fait, c'est la RAMQ qui est l'assureur dans cette situation-là. Donc oui, la plupart des traitements sont couverts. En douleur, il y a quelques traitements spécialisés qui ne seront pas couverts. Par exemple, en douleur chronique, on utilise beaucoup des préparations magistrales pour des douleurs, par exemple, périphériques, là, donc qui se trouveraient sur une zone précise du corps. Tous ces traitements-là ne sont pas couverts par la RAMQ. Donc, il y a cette exception-là. Et il y a quelques médicaments aussi en douleur qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais je dirais ce qui est nécessaire à traiter la douleur au Québec est généralement facilement accessible parce que la RAMQ le couvre. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'une personne peut être suivie par un pharmacien à long terme si cette personne-là n'a pas de médecin de famille? Comme je disais précédemment, le lien avec le pharmacien, ça devrait toujours être une relation à long terme. Là. On devrait être un vieux couple avec son pharmacien pour être capable d'avoir des bonnes connaissances. En fait, que notre pharmacien connaisse notre santé aussi puis puisse bien agir avec nous. Je pense que c'est important de trouver une pharmacie, un pharmacien avec qui on se sent à l'aise de collaborer. Donc, c'est important d'être capable de parler avec son pharmacien facilement et de se sentir écouté et que le pharmacien a envie de répondre à nos besoins. Le pharmacien, c'est un acteur important des soins de santé au Québec. Il est généralement accessible relativement rapidement. Puis, je fais un message ici, là, relativement accessible. Ça ne veut pas dire qu'on peut voir notre pharmacien toujours en 2 minutes, maintenant, sur le coin du comptoir. Go, 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 j'ai une problématique. Il va tout arrêter ce qu'il fait le pharmacien pour me voir. Là. Quand même, il y a plusieurs personnes qui viennent dans une pharmacie. Souvent, il y a un bon roulement. Mais généralement, on est capable de parler à notre pharmacien la journée même. Donc, si on a vraiment une urgence majeure,
Bien, habituellement, c'est l'urgence qui va répondre à notre besoin, pas nécessairement le pharmacien. Des fois, on peut avoir des questions un petit peu plus pressantes. Généralement, si on mentionne la situation clinique à l'assistant qui va prendre la ligne ou qui va vous recevoir à la pharmacie, le pharmacien va être en mesure de juger s'il peut vous voir rapidement. C'est important de savoir qu'il y a une pénurie importante de pharmaciens en ce moment, donc il faut être collaboratif avec les pharmaciens. Oui, on peut être suivi à long terme par notre pharmacien, même si on n'a pas de médecin de famille. En fait, dans plusieurs situations en ce moment, les pharmaciens vont faire le suivi et l'ajustement de la pharmacothérapie des patients orphelins s'il n'y a pas de changement à l'état de santé. Et ça, pour moi, c'est quand même important aussi de le mentionner. S'il y a un changement à l'état de santé et qu'on a besoin d'un changement de diagnostic ou de réviser l'état de santé, il faut quand même voir un médecin, un IPS ou un autre professionnel de la santé. Par contre, si on n'a pas de médecin de famille, par exemple, nos ordonnances arrivent à échéance, la situation elle est stable, on est stable avec le traitement, bien évidemment, le pharmacien à ce moment-là va être en mesure de prolonger les ordonnances et peut même represcrire des prises de sang pour assurer la sécurité du traitement. Donc, le pharmacien ne va pas prescrire, par exemple, des prises de sang pour faire un nouveau diagnostic. Il va prescrire uniquement des prises de sang qui sont en lien avec assurer la sécurité du traitement médicamenteux. Donc, oui, je pense que d'avoir une bonne relation avec son pharmacien à long terme, ça peut être très utile à notre santé. Surtout si on n'a plus de médecin de famille, d'avoir une stabilité, un pharmacien qui nous connaît depuis longtemps, bien, ça peut faciliter aussi la poursuite des traitements sans avoir à aller raconter son histoire de santé, peut-être à un professionnel de santé qui ne nous connaîtrait pas du tout, qu'on va avoir 15 minutes de rendez-vous avec lui, alors que moi, j'ai bien des patients que j'ai travaillé pendant 15 ans dans la même ville, bien, je les connaissais depuis 15 ans. Là. Fait que, on avait développé une relation à long terme qui me permettait de bien connaître leur santé aussi. Comment est-ce que vous avez développé l'expertise de douleurs chroniques en tant que pharmacien? Mon expertise en douleurs chroniques, ça commence il y a environ 15 ans. À ce moment-là, je me rendais compte que les soins offerts aux patients souffrant de douleurs chroniques étaient minimaux. Les médicaments étaient souvent très mal ajustés, donc mal tolérés. Les patients avaient des effets indésirables et souvent aucun effet thérapeutique. Évidemment, c'est lié à l'utilisation des médicaments de douleur. On n'a pas un taux de succès qui est incroyable avec les médicaments, mais en ayant une bonne approche au niveau de la pharmacothérapie, on peut améliorer les résultats. Il y avait aussi les opioïdes qui étaient surutilisés il y a 15 ans. Donc, il y avait vraiment une place pour le pharmacien pour aller valoriser son rôle qui est d'optimiser l'usage des médicaments pour favoriser l'atteinte des résultats thérapeutiques. Puis, les résultats thérapeutiques, c'est quelque chose qui est décidé de façon conjointe avec le patient. Il y a plusieurs patients qui prenaient des médicaments sans en comprendre la valeur, c'est-à-dire, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça va? Pourquoi je prends ce médicament-là? Donc, il fallait vraiment intervenir là, de ce côté-là pour aider les gens à aller mieux avec leur thérapie médicamenteuse. Je me suis formé au microprogramme en gestion de la douleur de l'Université de Sherbrooke. Suite de ça, j'ai fait aussi le microprogramme en soins palliatifs et fin de vie, ainsi qu'un microprogramme en addictologie, parce qu'on a tous entendu parler de la crise des opioïdes. Puis évidemment, chez les gens qui prennent des opioïdes, il y a des gens qui vont développer de l'addiction aussi. Ce sont tous des problématiques qu'on va voir très prévalentes en douleur chronique. Pourquoi j'ai fait soins palliatifs? Bien évidemment, en soins palliatifs, il y a souvent de la douleur qui est présente aussi, donc ça faisait partie des clientèles que je voyais. J'ai complété mon curriculum en suivant une formation sur l'utilisation des magistrales non stériles en douleur. J'ai participé à de nombreux congrès, formations continues pour être capable d'affiner mes connaissances au fil des années. Je suis en train de compléter une formation en santé mentale en ce moment. Pourquoi? Bien parce que dans les clientèles, on sait qu'il y a beaucoup d'anxiété, dépression, des troubles de sommeil. C'est des choses qu'on va voir chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques, donc d'être capable d'aller aider le patient dans sa globalité. Moi, je dis toujours, je ne traite pas de la douleur, je traite des gens qui vivent avec la douleur. Donc, il faut que je traite la personne dans sa globalité et non uniquement la douleur. J'ai fait une formation courte aussi sur la gestion du sommeil de façon non pharmacologique. Pourquoi? Bien, parce que les médicaments pour le sommeil, des fois, ça coupe l'énergie, ça endort, ça fait que les gens vont moins bien. Fait que si on est capable de faire dormir les gens sans médicaments, pour moi, c'est un usage optimal des médicaments pour aller limiter les effets secondaires. On sait qu'en douleur chronique, il y a beaucoup de gens qui ont de la fatigue, qui vont avoir de la somnolence le jour, mais qui vont mal dormir la nuit. Donc, d'aller être capable de les aider de ce côté-là, je pense que ça les aide aussi à aller mieux. Fait que, bref, tout ce que je fais, toutes les formations que j'ai faites, c'est dans le but d'optimiser le traitement pour le patient. Puis, tu sais, je le répète, je traite pas de la douleur, je traite des humains vivant avec de la douleur. Fait qu'il faut s'en occuper dans toute leur complexité. Merci. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Là, quand vous dites « je traite pas la douleur, je traite des humains », il faut regarder l'humain en entier. Je trouve que c'est une belle citation, là. Peut-être qu'on va voir ça dans les livres à venir. Peut-être, on verra. Comment est-ce qu'on peut évaluer la douleur en pharmacie? Est-ce qu'on peut émettre des diagnostics?
Le diagnostic, c'est pas le domaine de la pharmacie. Et ça, les professionnels formés pour émettre des diagnostics comme les médecins ou les infirmières praticiennes peuvent en émettre. Il y a certains autres types de diagnostics, mais je n'entrerai pas là-dedans, mais globalement, c'est les médecins et les infirmières praticiennes qui vont donner les diagnostics aux patients. En pharmacie, on évalue, oui, la douleur, mais principalement, on évalue la personne qui vit avec la douleur persistante. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'évaluer tous les aspects de cette personne-là. Fait que oui, en pharmacie, on peut faire des évaluations de base. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux avec l'utilisation des médicaments? Est-ce que la personne, par exemple, a des difficultés à avaler, des difficultés à manipuler les comprimés? Est-ce que c'est difficile de se rappeler de la prise des médicaments? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Donc, c'est une évaluation de base de savoir comment se passe la relation entre la personne et le médicament comme objet physique. Donc, est-ce que la personne, elle est dans la capacité de le prendre, le traitement de la bonne façon? Ensuite de ça, bien évidemment, il y a l'évaluation spécifique à la maladie qui peut être faite. Là, dans le cas ici, on parle de douleur chronique. Fait que oui, il y a des évaluations spécifiques à la douleur. Donc, quel type de douleur la personne présente? Est-ce que le traitement il est approprié pour ce type de douleur-là? Est-ce qu'on a les diagnostics? Souvent, la personne peut nous dire quel diagnostic elle a reçu de la part de son médecin. Des fois, les médecins nous l'indiquent aussi sur les prescriptions. Ensuite de ça, comme pharmacien, on peut aller faire des histoires pharmacologiques. Donc, aller réviser tous les traitements qui ont été utilisés dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi les avantages? C'était quoi les inconvénients de ces traitements-là? Pourquoi on l'a pris? Pourquoi on l'a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a toutes sortes de questionnaires qu'on peut utiliser, des questionnaires standardisés pour évaluer la douleur, que ce soit par exemple le Brief Pain Inventory, qui est un outil qui est très connu de la plupart des cliniciens en douleur. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser. Il y a des outils, par exemple, comme le DN4, qui permet d'aller identifier la douleur semble-t-elle plus neuropathique. Des outils standardisés, il y en a plein, là, donc je pourrais en nommer une dizaine, là, mais je ne suis pas sûr que c'est ça le but. Mais vraiment, d'aller bien faire l'évaluation du patient, d'aller le questionner sur ses habitudes de sommeil, sur ses habitudes alimentaires, sur ses habitudes au niveau de l'activité physique. Donc, on peut aller évaluer vraiment, vraiment plein d'aspects de la vie du patient. Ensuite de ça, ça nous permet de nous faire une meilleure idée de la situation, puis à partir de cette idée de la situation-là, d'établir des objectifs de traitement réalistes avec le patient. Donc, l'objectif de traitement réaliste, ça veut dire quoi? C'est, moi, comme pharmacien, c'est important que je dise à mon patient, bien, les médicaments, là, grosso modo, ce qu'on peut s'attendre, c'est une réduction de 30% de la douleur dans les études. C'est ce qu'on voit. Des fois, on a un peu plus, un peu moins. C'est des moyennes. Puis c'est à peu près la moitié des patients, par exemple, qui vont avoir ça. Donc, puis là, je te donne comme exemple avec des chiffres fictifs, là, mais chaque médicament a ses avantages, ses inconvénients. Et ça doit être décidé ensemble comme clinicien et comme patient de dire, bien, regarde, il y a ces effets secondaires-là qui sont possibles. Est-ce qu'il y en a là-dedans pour toi qui sont complètement inacceptables? Il y a 4, 5, 6 options pour traiter cette douleur-là qui est persistante. Bien, comment on fait pour la traiter, cette douleur-là? Les médicaments, je t'explique les avantages, je t'explique les inconvénients, puis on fait un plan de traitement ensemble. C'est de ça comment on va ajuster ces médicaments-là. Puis des fois, on va choisir un médicament qui ne jouera même pas sur la douleur. Par exemple, la personne, elle a un trouble de l'humeur, une dépression qui est présente. On sait que c'est très comorbide avec la douleur, la dépression. Bien, ça se peut qu'on choisisse d'ajuster un médicament pour aller traiter la dépression, puis d'améliorer l'humeur de la personne va faire qu'elle va aller mieux. Le but, c'est de bien comprendre toutes les difficultés vécues par la personne, de donner des petits objectifs de progression au fil des semaines pour être capable d'améliorer la santé de la personne, de l'aider à se sentir mieux, puis de l'aider à progresser et à ce que la douleur ne prenne plus toute la place dans la vie. Souvent, notre objectif de traitement n'est pas d'éliminer la douleur. En fait, c'est jamais ça parce qu'en douleur chronique, douleur persistante, c'est très rare qu'on arrive à faire ça avec les traitements. Notre objectif, c'est de réduire la douleur et d'améliorer la fonctionnalité de la personne pour qu'elle puisse avoir une vie qui est satisfaisante malgré la présence de douleur. Souvent, on utilise le terme d'acceptation, mais accepter la douleur, c'est pas dire j'ai mal puis je peux plus rien faire puis ça va faire mal autant. Accepter la douleur, c'est savoir qu'on a de la douleur chronique qui est présente ou de la douleur persistante et de faire les ajustements nécessaires pour bien vivre avec cette condition-là. Donc, ça peut être d'accepter de prendre des médicaments parce que juste à la base, prendre un médicament, c'est jamais une obligation. Il faut accepter de prendre le traitement. Il faut être convaincu que ça va avoir des bénéfices pour nous. Donc, l'acceptation de la douleur, c'est accepter les traitements, accepter qu'il y a peut-être des changements à faire au niveau du mode de vie. Ça se peut qu'on puisse plus faire les activités exactement de la même façon qu'on les faisait auparavant, mais ça aussi, c'est hyper important. Puis le pharmacien peut travailler à l'acceptation de la douleur en aidant à coacher l'acceptation de prendre un médicament. Prendre un médicament tous les jours, c'est pas le fun, là. Ça nous rappelle à tous les jours
qu'on a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, le médicament peut devenir aussi... Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bienvenue pour une toute nouvelle édition du balado Parlons douleur et cette fois-ci, nous avons l'occasion de mener ce balado en collaboration avec la Société québécoise de la douleur, une organisation québécoise qui aide les professionnels de la santé intéressés par le domaine de la douleur à mieux s'informer et à se former pour traiter leur clientèle aux prises avec des douleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire son président, M. Philippe de Grandpré, qui est pharmacien de formation et conférencier depuis plus de 15 ans. Il a donné plus de 200 conférences dans les dernières années et il possède une expertise indéniable sur l'utilisation de la médication et encore plus spécifiquement dans le domaine de la douleur et des soins palliatifs. Alors bonjour Philippe, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Bonjour Julia. Pourquoi penser aux pharmaciens lorsqu'on vit avec la douleur? Évidemment, la première chose que les gens vont voir, c'est que le pharmacien est relativement facile d'accès, évidemment. Je pense que pour débuter, c'est important de préciser qu'il y a différents rôles du pharmacien. Puis je vais parler de deux grands types de pharmaciens, deux grands rôles de pharmacien. Soit le pharmacien communautaire, qui est le pharmacien que tout le monde connaît. C'est celui qui se trouve dans toutes les pharmacies du Québec. Donc, votre pharmacien avec lequel vous êtes habitué d'aller, par exemple, chercher vos médicaments. Il y a aussi le pharmacien qui travaille en groupe de médecine familiale. Son rôle est beaucoup moins connu du grand public. Le pharmacien en GMF, donc en groupe de médecine familiale, il ne vend pas de médicaments. Il est là pour réviser les thérapies et conseiller les patients prescripteurs sur l'usage optimal des médicaments. Il y a aussi des pharmaciens en hôpital, mais leur rôle est principalement en lien avec les patients hospitalisés. Il va y avoir aussi des liens en clinique externe avec les patients, mais c'est un rôle qui est un peu moins connu du grand public parce que on les voit moins. C'est seulement quand on est hospitalisé qu'on va avoir affaire avec ces pharmaciens-là. Une fois qu'on distingue les deux grands types de pharmaciens, on peut aller regarder les rôles. Le pharmacien communautaire, c'est un allié important pour l'ajustement de la thérapie médicamenteuse et la gestion des effets secondaires liés aux médicaments. Le pharmacien peut ajuster les doses des médicaments prescrits par le médecin ou l'infirmière praticienne ou autre prescripteur. Il peut faire des suggestions de changement de traitement. Il peut aider les patients à gérer leurs effets indésirables qui seraient liés au traitement. Il peut cesser un traitement si c'est nécessaire. Le pharmacien en GMF a un rôle plus de conseil pour les situations plus complexes. Lorsqu'il faut prendre plus de temps, s'asseoir avec la personne, le patient en bureau pour réviser l'historique des traitements. Par exemple, quand on a eu de multiples échecs thérapeutiques, des fois, il faut se questionner, est-ce qu'il y a d'autres traitements encore qui seraient disponibles? Donc, le pharmacien GMF est là pour ça, pour établir un plan de traitement et ajuster le traitement aux objectifs de traitement du patient. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à obtenir les résultats voulus, de prendre le temps avec un pharmacien GMF, d'aller voir les options, ça peut être intéressant. Le pharmacien GMF va faire des enseignements qui vont être plus poussés. Donc, les pharmaciens communautaires, c'est clairement les plus accessibles, puis ils connaissent souvent très bien leurs patients depuis longtemps. Je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec son pharmacien et de choisir la pharmacie où on va pour la qualité des soins cliniques et pas juste pour la vitesse, le prix ou parce que c'est au coin de la rue, mais vraiment d'avoir une relation thérapeutique et professionnelle avec son pharmacien. Une bonne relation avec son pharmacien, mais ça permet aussi d'établir des objectifs de traitement réalistes. En douleur chronique, on ne fait pas juste viser l'amélioration de la douleur, il faut aussi apprendre à ajuster son mode de vie pour ne pas laisser la douleur prendre toute la place. Les médicaments, c'est une composante, puis c'est souvent une composante importante du traitement, mais c'est clairement pas la seule composante. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on a besoin d'un diagnostic pour bénéficier des services d'un pharmacien communautaire? On peut consulter le pharmacien communautaire pour diverses raisons, dont obtenir un conseil sur la pertinence de consulter un autre professionnel de la santé. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour consulter un pharmacien communautaire. Lors d'une douleur aiguë, par exemple, le pharmacien communautaire va être en mesure d'évaluer la gravité de la situation et recommander un traitement en vente libre s'il juge que c'est approprié ou vous recommander de consulter un autre professionnel de la santé s'il croit que vous avez besoin de soins qui ne peuvent pas être offerts ou en fait qui ne devraient pas se traiter en vente libre. Pour l'ajustement des médicaments de prescription,
Bien sûr, ça prend un diagnostic du médecin et on doit avoir eu une prescription du médecin. Là, je dis médecin, mais ça pourrait être autre professionnel là, habilité à prescrire, là. Et les prescripteurs autorisés peuvent aussi demander aux pharmaciens de faire des recommandations de traitement et d'appliquer le plan de traitement. Donc, généralement, le diagnostic doit avoir été fait. Les pharmaciens, en fait, on est les spécialistes de la pharmacothérapie, donc d'appliquer un plan de traitement, d'appliquer les médicaments pour aider à améliorer la santé des gens ou atteindre les objectifs de traitement. Donc, oui, si c'est une maladie qui nécessite un diagnostic, bien, on doit avoir le diagnostic avant de pouvoir faire les ajustements à la thérapie. Intéressant. Et puis, est-ce que le pharmacien, il ou elle, peut prescrire des médicaments pour aider à la gestion de la douleur et à l'amélioration de la qualité de vie? Le pharmacien, en fait, peut ajuster les doses de médicaments en tout temps selon son jugement clinique. Et souvent, les patients maintenant vont être habitués à ça de plus en plus. Donc, le médecin va prescrire un médicament et va demander au pharmacien d'ajuster les doses pour l'atteinte des résultats thérapeutiques visés. Le pharmacien peut aussi initier des médicaments s'il a reçu une demande de consultation d'un prescripteur qui l'autorise à faire ça. Le pharmacien peut prescrire des médicaments pour des conditions mineures et des conditions qui ne nécessitent pas de diagnostic. Il y a vraiment plusieurs conditions là-dedans. Je ne vais pas tous les nommer, mais par exemple, l'abandon tabagique, ce n'est pas un diagnostic. Donc, les pharmaciens maintenant peuvent prescrire les thérapies pour l'abandon tabagique, la santé voyage. Donc, on parle plus de prévention. Donc, c'est sûr, c'est des sujets qui sont un peu moins en lien avec la douleur. Moi, je travaille en GMF comme pharmacien. Donc, dans mon rôle de pharmacien en GMF, je peux prescrire et ajuster les médicaments en ayant une entente de partenariat avec les prescripteurs de la clinique. Mais il y a des exceptions, comme par exemple pour les opioïdes. Les pharmaciens ne peuvent pas prescrire ou initier des opioïdes, peuvent ajuster les doses, mais ne peuvent pas initier les traitements. Qu'est-ce qu'il y en a des médicaments sans ordonnance? Bien, en fait, les pharmaciens peuvent conseiller et prescrire tous les médicaments de vente libre. Donc, si pour une raison quelconque, par exemple une raison de paiement par l'assurance, donc d'avoir accès au traitement de cette façon-là, le pharmacien peut prescrire ces traitements-là. Très intéressant. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on choisit son pharmacien. Tantôt, je parlais avec un de nos patients partenaires qui nous disait justement on peut faire un magasinage de notre pharmacien. Est-ce que les médicaments de gestion de la douleur sont couverts par la RAMQ? La plupart des médicaments sont couverts par la RAMQ. Il y a des exceptions, mais je dirais les traitements les plus courants puis les traitements nécessaires pour la majorité des patients vont être couverts par le régime général d'assurance médicaments du Québec, là, qui est le nom du régime. Là. Souvent, les gens disent « je t'assurais avec le gouvernement ». Pas le gouvernement, en fait, c'est la RAMQ qui est l'assureur dans cette situation-là. Donc oui, la plupart des traitements sont couverts. En douleur, il y a quelques traitements spécialisés qui ne seront pas couverts. Par exemple, en douleur chronique, on utilise beaucoup des préparations magistrales pour des douleurs, par exemple, périphériques, là, donc qui se trouveraient sur une zone précise du corps. Tous ces traitements-là ne sont pas couverts par la RAMQ. Donc, il y a cette exception-là. Et il y a quelques médicaments aussi en douleur qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais je dirais ce qui est nécessaire à traiter la douleur au Québec est généralement facilement accessible parce que la RAMQ le couvre. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'une personne peut être suivie par un pharmacien à long terme si cette personne-là n'a pas de médecin de famille? Comme je disais précédemment, le lien avec le pharmacien, ça devrait toujours être une relation à long terme. Là. On devrait être un vieux couple avec son pharmacien pour être capable d'avoir des bonnes connaissances. En fait, que notre pharmacien connaisse notre santé aussi puis puisse bien agir avec nous. Je pense que c'est important de trouver une pharmacie, un pharmacien avec qui on se sent à l'aise de collaborer. Donc, c'est important d'être capable de parler avec son pharmacien facilement et de se sentir écouté et que le pharmacien a envie de répondre à nos besoins. Le pharmacien, c'est un acteur important des soins de santé au Québec. Il est généralement accessible relativement rapidement. Puis, je fais un message ici, là, relativement accessible. Ça ne veut pas dire qu'on peut voir notre pharmacien toujours en 2 minutes, maintenant, sur le coin du comptoir. Go, 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 j'ai une problématique. Il va tout arrêter ce qu'il fait, le pharmacien, pour me voir. Là. Quand même, il y a plusieurs personnes qui viennent dans une pharmacie. Souvent, il y a un bon roulement. Mais généralement, on est capable de parler à notre pharmacien la journée même. Donc, si on a vraiment une urgence majeure, habituellement, c'est l'urgence qui va répondre à notre besoin, pas nécessairement le pharmacien. Des fois, on peut avoir des questions un petit peu plus pressantes. Généralement, si on mentionne la situation clinique à l'assistant qui va prendre la ligne ou qui va vous recevoir à la pharmacie, le pharmacien va être en mesure de juger s'il peut vous voir rapidement. C'est important de savoir qu'il y a une pénurie importante de pharmaciens en ce moment, donc il faut être collaboratif avec les pharmaciens. Oui, on peut être suivi à long terme par notre pharmacien, même si on n'a pas de médecin de famille. En fait, dans plusieurs situations en ce moment, les pharmaciens vont faire le suivi et l'ajustement de la pharmacothérapie des patients orphelins s'il n'y a pas de changement à l'état de santé. Et ça, pour moi, c'est quand même important aussi de le mentionner.
s'il y a un changement à l'état de santé et qu'on a besoin d'un changement de diagnostic ou de réviser l'état de santé, il faut quand même voir un médecin, un IPS ou un autre professionnel de la santé. Par contre, si on n'a pas de médecin de famille, par exemple, nos ordonnances arrivent à échéance, la situation elle est stable, on est stable avec le traitement, bien évidemment, le pharmacien à ce moment-là va être en mesure de prolonger les ordonnances et peut même represcrire des prises de sang pour assurer la sécurité du traitement. Donc, le pharmacien ne va pas prescrire, par exemple, des prises de sang pour faire un nouveau diagnostic. Il va prescrire uniquement des prises de sang qui sont en lien avec assurer la sécurité du traitement médicamenteux. Donc, oui, je pense que d'avoir une bonne relation avec son pharmacien à long terme, ça peut être très utile à notre santé. Surtout si on n'a plus de médecin de famille, d'avoir une stabilité, un pharmacien qui nous connaît depuis longtemps, bien, ça peut faciliter aussi la poursuite